Alors, on est censé parler du changement. Alors, je ne sais pas si c'est très agréable pour vous, mais voilà. Donc, j'ai eu le plaisir de passer toute la journée, de passer d'atelier en atelier. Je pense que je les ai vus à peu près tous. Et puis, on va faire un peu une réflexion sur qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas. Alors, juste une chose, et puis ceci est un peu le symbole de ça, c'est qu'en fait, dans l'enseignement, qu'il soit au primaire, au secondaire, dans le supérieur, on a l'habitude de regarder vers là, en bas. Et qu'en fait, un petit changement de position peut amener à quelque chose de très différent, mais il faut le penser de manière systémique. Donc là, par exemple, on est dans un amphi, et même les quelques courageux qui encore veulent regarder dans ma direction, il y en a assez peu en fait, vous êtes 3. Les autres ont décidé, 4. Et les autres ont dit, ouais, ça juste fait pas sens, et puis on va continuer à regarder vers le bas. Avoir une position comme ça est un peu différente. Alors j'aime bien faire ça aussi dans des conférences. Ça met un désordre pas possible. Et en fait, on se rend compte qu'on peut déséquilibrer le système avec finalement quelque chose qui est assez mineur et qui en fait nous oblige à réfléchir à l'ensemble des dispositifs qu'on utilise pour former, pour informer, pour motiver. Alors, il y a beaucoup de choses à faire sur l'espace, l'histoire de l'espace, et puis pourquoi faut-il des amphithéâtres? Ça, la réponse a été donnée il y a 3-4 siècles. Est-ce qu'on a besoin encore d'espace comme cela? C'est une question intéressante qu'on peut se poser. C'est une question aussi qui est intéressante pour ceux qui réfléchissent à la politique d'innovation, parce que ça demande aussi de l'espace physique, de l'espace en mètres carrés. Et finalement, les mètres carrés, on les met dans le quoi? On les met dans un amphi comme ça, on les met dans des salles plutôt comme ça. On pourrait peut-être les mettre dans des salles qui sont rondes, je ne sais pas vraiment. Mais ça nous demande aussi à une réflexion un peu complète et un peu, encore une fois, systémique sur qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces objets qu'on manipule en ce moment. Et l'un des questionnements importants du numérique, c'est que, comme vous le savez, et puis comme un thème assez classique, ça fait aussi sortir la connaissance du repositoire qu'est l'enseignant. Il y a un livre, il y a quelques années, avec un titre un peu provocateur, qui disait « Pourquoi j'ai besoin d'un enseignant alors que j'ai Google ?» Et la question, elle est là. Pourquoi vous auriez besoin de quelqu'un comme moi, ou comme lui, ou comme elle, alors qu'en fait, on peut tout trouver là? Et la question, elle se pose sur qu'est-ce qu'on fait avec ces objets qu'on fait là? Qu'est-ce que le numérique amène à revisiter? Et finalement, on est là pour faire quoi? Parce que si on regarde l'objet enseignement avec numérique ou sans numérique, ah là, il m'a pris par derrière. Là. Elle est où sa caméra là? Elle est là. Non, elle est là. Ah, ok, je l'ai perdu. Ouais, il est ici. et donc, finalement, c'est de se dire, si on repense le moment scolaire lui-même, se dire on est en présence, on met des gens ensemble sur un lieu, avec des objets, avec aussi une espèce de protocole. Il y a une espèce de protocole de base. Quand on entre dans une salle de classe, alors c'est un peu différent dans chaque pays, mais on s'attend à avoir un espèce de scénario de base. Maintenant, toutes les nouveautés pédagogiques, toutes les nouveautés numériques, toutes les nouveautés au niveau de l'accès à la communication, elles changent ça. Et donc, qu'est-ce que ça change sur nos pratiques? Qu'est-ce que ça change sur nos activités? Et aussi, qu'est-ce que ça change par rapport aux attentes des gens qui sont avec nous dans un même lieu? Par exemple, là, vous vous êtes rendu compte que vous pouvez parfaitement écouter quelqu'un parler sans le voir. OK? Et moi, je me suis rendu compte que je peux très bien vous parler en voyant que l'arrière de vos têtes.
je ne sais pas si c'est fantastiquement naturel, mais c'est une possibilité. Et en fait, beaucoup des choses que le numérique nous amène, on commence à les intégrer, mais on ne sait pas toujours quoi faire avec. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que moi, j'ai vu beaucoup de manipulations, de beaucoup de choses, avec beaucoup de maki-maki, qui semble être devenu l'objet fétiche, sur lequel on peut faire tout et n'importe quoi, et beaucoup de choses. Mais en fait, mon questionnement, il est double, ou triple, ou quadruple, en fonction du temps que je vais avoir. D'abord, il y a quelque chose qu'on remarque et qui est assez remarquable chaque fois qu'on voit quelque chose qui est lié à une expérimentation. A priori, l'artefact, l'objet, nous permet de maintenir un intérêt sur quelque chose. Et en fait, beaucoup des formes participatives, que ce soit le design, le co-design, que ce soit des approches actives, que ce soit par l'apprentissage, par la recherche ou le numérique, en fait, il y a des objets. Et si vous regardez l'approche vygotskienne, tout ce qu'il y a autour, c'est quand même l'objet intermédiaire est quand même là. L'artefact modérateur est quelque chose de très important. Ça peut être le crayon pour apprendre à lire et à écrire, mais à lire. Et en fait, l'objet numérique est devenu l'espèce d'artefact médiateur dans beaucoup de la réflexion, l'apprentissage. La question, c'est ces artefacts modérateurs, il en vient de partout. Alors, je me rappelle, il y a un petit bout de temps, le truc fantastique, génial, numérique, électronique, média, c'était la télévision. Et on a installé des téléviseurs à peu près partout dans le monde, y compris dans le Sahel, en disant c'est l'objet qui va mettre de la connaissance absolument partout. Il s'est passé des choses, pas forcément grand-chose, mais on s'est dit c'est ça qui va nous sauver. Quand je regardais la recherche faite sur le numérique il y a 15-20 ans, le truc c'était ça. Mais ça, c'était pas ça. Ça, c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez des téléphones, des petits téléphones. Là. Et puis en France, il y avait des trucs super sympas qu'on ouvrait qui faisaient blip. Mais déjà, on nous disait ça va changer la manière d'enseigner. Aujourd'hui, on a ça, on a des cartes, on a des micro-ordinateurs qui coûtent 25 €. Donc, on a beaucoup d'outils. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il y avait combien? 15 ateliers? 10? 12? 12. Sur les 12 que j'ai vus, un truc qui me frappe, c'est de se rendre compte que c'est vachement exigeant. C'est quand même des choses qui ne sont pas aussi évidentes à manipuler qu'on a pu nous faire croire. Donc ça revient aussi un peu à des choses dont on a parlé ce matin, c'est que ça prend du temps. Et il y a un des participants qui a d'ailleurs eu un mot assez marrant, qui a parlé où est-ce qu'il était lui? Enfin, il a dit un truc intéressant que je vais vous trouver un moment. C'est le culte de l'instantanéité. Ça, j'ai bien aimé. Parce qu'en fait, le culte de l'instantanéité, il est souvent présent avec le numérique. On vous dit, on va mettre ce truc mûche là, ou là, et vous allez voir, dans 2 jours, vous êtes paré. J'ai vu des gens qui, a priori, avaient fait l'école il y a un certain temps, et qui souffrait aussi sur comment est-ce qu'on maîtrise ça. Donc Inkscape, c'est bien, c'est gratuit, on peut le télécharger. Une fois qu'on est devant, avant de créer un objet quelconque, c'est une autre paire de manches. Après, les logiciels intermédiaires pour faire l'interaction avec la brodeuse ou l'imprimante 3D, ça demande aussi un réapprentissage de quelque chose qu'on n'a pas vraiment.
c'est-à-dire l'apprentissage de faire, de la machine, du matériau. Et de manière intéressante, on voit beaucoup dans le monde universitaire, par exemple, beaucoup de ceux qui s'approprient ces technologies et aussi le numérique pour de l'innovation pédagogique, c'est des gens qui sont en mécanique, donc qui sont en biologie souvent. Donc si vous regardez par exemple sur le paysage français et international, vous avez beaucoup des profs en mechanical engineering, on dit ça comment en français? Ingénierie mécanique, ouais, un truc comme ça, ou en biologie, où la machine et la mécanique sont des éléments importants de la culture, ou l'expérimentation est un élément important de la culture. Maintenant, il n'y a pas que des biologistes ici ou des gens qui sont en ingénierie mécanique. Et donc, on a aussi des gens qui nous font la promotion de ces mondes pédagogiques-là, qui vivent dedans. Mais au bout d'un moment, on se dit, ouais, moi je suis prof de français. Et donc ça c'est bien, mais j'en fais quoi? Et la question, en fait, la réponse est plein de trucs, mais le voyage sera long. Et donc je pense que tous ces outils-là nous amènent des tas de possibilités, mais le voyage est quand même long. Après, il y a un autre effet qui est important dans le numérique, c'est un effet, et alors, tout ça pour ça? Donc moi, par exemple, j'ai vu beaucoup, et puis pas que ici, hein, j'en vois tous les jours, on fait des trucs, on montre, et le bidule, ça fait bip. Ah ouais, c'est cool, ça fait bip. Donc là, je viens de passer 3 heures à brancher des trucs pour qu'ils fassent bip. Qu'est-ce que j'en fais? C'est une bonne question. Je ne suis pas toujours sûr que la capacité de faire un bip sonore, physique, lumineux, par l'électronique ou le numérique, soit forcément, fondamentalement, plus adapté que de faire un bip en appuyant sur un truc qui va faire bip. Mais on trouve ça, par exemple, dans les approches dont on parlait un peu rapidement ce matin, qui sont celles du design collaboratif, du co-design, dont on nous parle beaucoup, dont on nous rebat les oreilles parfois, mais qui sont des pratiques assez complexes. Et en fait, il faut faire une différence assez importante. Enfin, moi, je vois une différence fondamentale dans toutes ces approches-là, entre ce qu'en anglais on appelle l'output, donc le résultat livrable, et l'outcome, l'impact de tout ça. Et en fait, si vous faites une séance de 1h30 avec des trucs que vous branchez, ça fait bip, vous avez un livrable. Le livrable, il faut l'inscrire dans une progression. Donc le livrable ne peut pas être le livrable unique. Ah ouais, on a fait un truc qui a fait bip. C'est super. Mon inspecteur va être super content, et moi, mes parents vont être super contents. Ah, papa, j'ai fait bip. Ouais, d'accord. Par contre, l'intégrer dans une progression un peu importante, donc sur le long terme, là, ça peut faire sens. Parce qu'on démarre par un bip, et puis après, on regarde avec d'autres choses, et puis peut-être on peut apprendre dans la conception physique de cette chose, des choses en électricité, en électronique, en acoustique, en concentration, en capacité de collaborer avec que les autres. Et en fait, la chose précieuse de ce bidule qu'est l'électronique ou le numérique, c'est souvent ça. Ce n'est pas le numérique en lui-même, c'est ce qu'il nous permet de faire derrière les coulisses. Moi, je suis souvent frappé de me retrouver avec des encore assez jeunes, donc des jeunes ingénieurs, futurs ingénieurs, 21, 22, etc., où on se rend compte qu'en fait, ils n'ont jamais collaboré. Mais collaborer, j'appelle pas ça coordonner, j'appelle pas ça juxtaposer. En général, il dit, ouais, toi tu fais la partie 1, toi tu fais la partie 3, toi tu fais personne pour faire la partie 4, c'est pas grave, on la fait pas. On promulgue ça ensemble, on met Stitch, et voilà, c'est notre truc.
Ok, d'accord. Moi, je vais vous demander de faire un rapport d'expérimentation, les 60 d'entre vous. Les 60 d'entre vous? Oui, oui, je ne veux pas 60 rapports d'expérimentation. J'en veux un. Ça, c'est une expérimentation aussi assez amusante qu'on peut faire. Et là, on se rend compte que c'est panique à bord. Parce qu'on a des gens qui n'ont jamais fait quelque chose vraiment ensemble. Ils l'ont juxtaposé, ils ont coordonné, mais le co-élaborer, le faire ensemble, ça, c'est un art un peu plus complexe. Et je pense que tout ce que j'ai vu aujourd'hui comme expérimentation sur des objets numériques, sur de l'électronique, en fait, le secret, c'est de le voir comme une préparation à la découverte, à la co-élaboration et à la coopération. Et ce n'est pas que la coopération entre étudiants ou élèves, c'est aussi la coopération entre enseignants. Parce que l'artiste qui est là et qui fait une expérimentation peut discuter avec l'acousticien qui est là et qui lui dit « ouais, mais en fait, tu pourrais faire ça, etc. » Et tout ce qui est de l'interdisciplinaire, en fait, c'est de l'apprentissage entre nous, de se dire, si on regarde le projet global qu'on a avec nos élèves, de les faire progresser vers quelque chose, est-ce que ces objets un peu fétiches, je ne suis pas forcément convaincu que le numérique soit vraiment un truc fondamentalement important dans l'enseignement. Par contre, il nous amène un objet assez sexy qui a aussi une légitimité politique. Je peux vous dire, vous allez présenter à un directeur d'établissement, on va faire un truc, et vous oubliez numérique, là vous êtes foutu. Par contre, on va faire une expérimentation artistique et numérique, et vous mettez intelligence artificielle derrière, là c'est sûr vous avez des financements. Alors je le dis un peu à la blague, mais en fait, il y a quand même une charge symbolique assez forte qui fait que pour l'instant, aujourd'hui, cet objet numérique, digital, ce qu'on veut, est vu comme quelque chose qui est légitime. Si vous dites à des étudiants, à des parents, à des enseignants, à des dirigeants, à des politiques, on va faire quelque chose pour avancer dans le numérique, vous savez que les gens sont prêts. Et donc, en fait, c'est une espèce de cheval de Troie aussi pour leur apprendre des choses qui sont finalement assez classiques. Apprendre, réfléchir, travailler ensemble, se concentrer sur des temps longs, pas 5 minutes, pas 10, pas 15. Et en fait, l'objet numérique est souvent assez proche de l'objet jeu. Donc le côté ludique dans l'apprentissage, a priori, rend possible le fait d'être impliqué sur des temps assez longs et à faire quelque chose qui finalement n'est pas aussi ennuyeux que ce qu'on croyait. Après, on ne va pas faire ça tout le temps. Mais je pense qu'il y a aussi une espèce de mix qui est très, très, très important à faire. On ne fait pas que du jeu tout le temps. Mais faire du jeu, un peu de numérique, faire réfléchir, collaborer, coopérer, faire des projets. Alors c'est encore une fois, on en parlait ce matin, c'est peut-être il faut repenser un peu nos modes temporels et faire un truc de 1 heure, 1 heure et demie, une fois par semaine, je ne sais pas où est-ce que ça nous mène. Mais effectivement, aller se dire, on va peut-être faire un projet un peu global qui va nous accompagner, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, quelque chose qui est très intéressant et qui revient dans beaucoup des conversations qu'il y avait aujourd'hui, c'est que finalement, sur ces objets numériques, des fois, les élèves ou nos enfants sont beaucoup plus doués que nous. Et donc, ça remet aussi forcément sur le plat le fait quelle relation entre les expérimentateurs que nous devenons tous. Et donc, c'est de se dire, alors je ne dis pas forcément l'âge, mais je ne sais plus, c'était notre artiste, elle est encore là, mais qui nous a dit qu'en fait, sa fille de 9 ans découvre des trucs qu'elle ne savait pas, en utilisant un logiciel, des technologies. Des fois, un enfant dans un atelier dit « Ah, mais au fait, si on fait ça, ça donne ça ». Et donc, en fait, ça demande aussi, ça remet à plat
la compétence de l'utilisateur par rapport à la compétence du prescripteur. Si nous, en tant qu'enseignants, on est supposé être des prescripteurs de technologie, a priori, on est supposé la maîtriser. Mais elle nous est jetée à la tête en même temps que tous les autres. Et je pense que c'est aussi intéressant dans les expérimentations de se dire, on va en fait apprendre ensemble. Qui sont des approches pédagogiques sur lesquelles les Nordiques, donc vous savez, les gens qui habitent au-dessus de la France, là, Scandinaves, Nordiques, machin, sont très confortables avec. Peut-être dans les pays un peu plus au sud ou au centre, comme ici, on est un peu moins confortable avec ça. Mais je pense que ça demande une revisite complète de la hiérarchisation de qui sait, qui ne sait pas, et rentrer sur l'expérimentation et le fait que c'est un peu compliqué quand même, comme truc. Après, il y a des arbitrages intéressants à faire en se disant, est-ce que finalement, pour faire ça, ça vaut la peine de prendre autant de temps ? Et je dirais, on a du numérique un peu partout. Donc là, j'ai vu 4, 5, 6 objets, 7 objets. Donc là, les imprimantes 3D, les traceurs laser, les makey-makey, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Les trucs qui font du son, du bruit, etc. Ok, des robots, j'ai oublié des robots. C'était pas la journée des robots tellement aujourd'hui. Et c'est en fait se dire, finalement, dans tout cet étalage de choses qu'on peut utiliser, est-ce qu'il y a peut-être une chose qu'on va faire jusqu'au fond, jusqu'au bout, sur laquelle on va peut-être investir, sachant qu'elle peut changer dans 4-5 ans. Et finalement, il y a quand même du monde qui s'assoit autour de table pendant des heures et des heures en disant « Waouh, c'est vachement le fun », c'est plutôt québécois. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose de fondamentalement très, très amusant. Après, je ne suis pas sûr que sur des mois et des mois, ça continue à être très, très, très amusant, mais ça nous permet de démarrer sur des choses. Mais pour moi, ce que je vois, c'est le niveau d'exigence remonte assez fort. Donc, c'est pas facile. 2, ça va prendre du temps. 2. 3, il y a des techniques et des technologies, il en vient de partout, donc on ne peut pas toutes les saisir. Et 4, en fait, il faut peut-être revenir à l'idée d'expérimentation et des fois oublier le numérique complètement quand il n'y en a pas vraiment besoin. Et y revenir de temps à autre. Et donc, encore une fois, qui était aussi un message de ce matin, finalement, produire un objet comme ça est pas l'important. C'est ce que cette production-là permet derrière, dans les coulisses, en développant des habilités particulières. Mais c'est vraiment au service de quelque chose qui est en fait assez ancien. Moi, j'ai vu aujourd'hui des boîtes de jeux un peu partout, ou des choses qui ressemblent à des jeux à des briques. Froebel, là, dans les années 1700, franchement, c'est ça. Les objets de Froebel et 150 ans plus tard, Montessori, c'est quand même ça. C'est l'artefact qui permet de saisir quelque chose. Et l'artefact est aujourd'hui un peu plus complexe. Il peut être intermédié par un ordinateur, mais finalement, le truc qu'on touche là, le machin où on va sur le sol et on fait des choses, la pâte à modeler qui est conductrice et qui fait bang bang quand on la touche, ben en fait, c'est la même logique. Un siècle qui n'est pas le même, mais finalement, on sait beaucoup de choses sur ces pratiques-là. Questionnement philosophique encore ? J'ai vu plein de choses, il y en a sur 1 page et demie. Mais je vous laisserai la parole si vous l'avez. Là, je vous entends parler du numérique, mais seulement en tant qu'outil. L'aspect culture numérique, c'est-à-dire que là, vous évoquiez les enfants de 9 ans qui pensent à ça plus que les parents. Ce qui est faux d'un point de vue culture numérique, c'est-à-dire que les enfants manipulent, utilisent un outil, quand on utilise un couteau, même utiliser un couteau. Oui. Culture.
il y a une culture, par exemple, voilà, autour du couteau, comment on va bien couper, Oui. si on fait de la cuisine. Là, qu'est-ce que vous pensez justement de cette culture où là, le numérique a une importance, surtout pour former ce qui est le but de l'éducation, le citoyen du XXIe siècle, et les futurs PE là seront des enseignants du XXIe siècle. Donc il y a l'aspect culturel qui manque pour l'instant. Oui, mais je pense que sur ça, donc est-ce que la question était plus la culture numérique, mais comme quoi? Alors la culture numérique à apprendre, c'est-à-dire que là les enseignants qui sont ici vont former au numérique également les enfants pour leur faire comprendre le monde dans lequel ils vivent, le monde de demain, les préparer. Et ce n'est pas qu'un outil, on n'apprend pas à utiliser qu'un outil, on apprend ce qu'il y a derrière. Oui, oui, donc c'est le mode de pensée. Oui, je pense qu'il y a la pensée... On n'est pas que sur un savoir. Oui, non, on est sur la pensée alors on est sur la pensée computationnelle, la pensée informatique, qui est aussi quelque chose qu'on commence à enseigner, mais qui est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément là. On doit enseigner des outils aussi. Moi, à mon avis, on n'enseigne pas assez à utiliser des outils. On est prisonnier de fournisseurs de logiciels. Donc, moi, je dis par exemple, et puis c'est des réflexions que des ingénieurs me font. Moi, ça fait toujours pitié quand je vois des ingénieurs qui mettent sur leur CV compétences en bureautique. Je dis, me mets pas ça. Dis-moi, je sais utiliser Vim, R et 4 logiciels, etc. Non, ils disent bureautique, je sais utiliser Word, Excel. Wow, c'est quand même grave. Et on se retrouve avec des gens qui ne savent pas ce que c'est du texte, qui ne savent pas le HTML qui est caché derrière, qui essaient de faire du copier-coller. Et, à mon avis, il y a eu un bug quelque part dans l'enseignement des outils, mais des outils fondamentaux. Et je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de ces outils autour de l'informatique, de l'électronique. Donc je suis toujours très ouvert aux gens qui sont sur l'open source, toute cette vision-là, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, il y a après un apprentissage qui est important et qui en fait est un apprentissage qui revient un siècle après. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui sont en communication, art, etc. Et ils me disent, ouais, mais tu sais, les réflexions qu'on a aujourd'hui sur les fake news et les algorithmes, d'accord, a priori aussi partie de la culture critique du monde numérique, en fait, c'est les mêmes choses qu'on se posait avec Walter Lippmann et John Dewey au début du XXe siècle. C'est comment la technologie, à l'époque, vous vous rappelez ce truc-là, quand vous étiez jeune, l'apparition du cinéma, wow, des images, par lesquelles on pouvait faire apparaître les révolutionnaires russes qui tuaient des paysans, la fabrique du consentement, la fabrique de... Aujourd'hui, on est un siècle après avec exactement... On prend les textes de Walter Lippmann et John Dewey, et on met dessus Facebook, algorithme, fake news, on a exactement le même questionnement. Et donc, en fait, je pense que cette culture critique est importante. Parce qu'on est projeté dans un monde où, finalement, même les images sont trompeuses, souvent truquées, et que, finalement, c'est aussi une partie de la culture numérique, c'est, 1, comment est-ce qu'on fait, 2, comment est-ce qu'on revient à certains outils, et 3, comment est-ce qu'on revient à une pensée critique et comment on remet peut-être de l'humain, de l'interaction, dans un monde où souvent on est médiatisé par un écran. Toutes les vagues, toutes les générations sont passées par des... Moi, c'est sûr, si à 17 ans j'avais eu des téléphones comme on les a, je serais exactement comme les gamins qu'on a aujourd'hui. Je regarderais que ça. Et puis, mais finalement, ce qu'on fait n'est pas très différent de ce qu'on faisait avant. Twitter, je suis désolé, on faisait ça avant, en classe. Mais on avait des petites boules de papier sur lesquelles on écrivait le message « Hey, Nadège, machin, da. » Puis on l'envoyait. Ça, c'était un tweet. Aujourd'hui, il est intermédié par des réseaux, mais l'activité de base, je pense qu'elle est exactement la même. Donc,
je pense qu'il faut avoir un recul, qu'il faut défantasmer ces outils-là. Par contre, il faut qu'on apprenne à s'en servir de manière critique, voire se dire, parfois, ben en fait, ça ne sert à rien. Et je ne m'en sers pas. Après, on peut en faire ce qu'on veut. On peut communiquer, on peut faire un film, etc. Mais chacune de ces choses demande un apprentissage assez long. Moi, je croise beaucoup de gens qui font des chaînes YouTube, alors des YouTubeurs pour le maquillage, pour l'enseignement de la philosophie. Pour faire 10 minutes, j'en ai vu. Là, ils mettent 1h30 devant la caméra à répéter 52 fois le truc. Après, ils passent 3-4 heures à le couper. Ça fait 10 minutes. Et alors, c'est très intéressant. Je pense que cette forme-là de communication est importante. Mais pour celui qui devient producteur, c'est pas facile. Moi, on me dit souvent, oui, avant ta conférence, fais-nous une petite vidéo de 1 minute sur toi. Non, j'aime pas faire ça, je sais pas faire ça. Et si je fais ça, je vais me retrouver je vais passer des heures pour faire 5 minutes. Et donc, tu peux inventer une histoire si tu veux, mais moi, je ne veux pas utiliser mon temps pour ça. Et en fait, on a tous ces objets qu'on a vus manipuler aujourd'hui. Il faut à un moment se dire, bah, ça on peut faire, ça on va faire, moi je vais faire. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Super. On a le temps pour une autre question, une autre réflexion. Là-haut, dans la montagne. Ah oui. L'impact. Pas besoin de micro, je pense qu'on entend. Donc l'impact numérique, l'impact écologique du numérique, autant on dit que justement il faut préserver les ressources et préserver la planète. En tout cas, moi, me questionne. Vous parliez tout à l'heure des tweets. On pense énergétiquement parlant au coût d'un tweet. Ouais. Ou au coût d'un SMS, ça fait peur. Ouais. Et réfléchis vraiment. Ouais. Alors ça, c'est des questions sociétales qui se posent à nous. Après, je ne le dis pas trop parce que je suis entouré de beaucoup de gens qui les utilisent, mais les imprimantes 3D, ça me fait un peu rigoler, quoi. C'est-à-dire, ouais, c'est bien, mais il y a beaucoup de déchets. Et deux, il me semble bien que le produit qu'on utilise me semble bien être un résidu de produits pétroliers. Et donc, si on commence à avoir des imprimantes 3D dans toutes les maisons et qu'on construit nos propres trucs, la question qui se pose forcément, oui, et l'impact, ok. Mais ça, après, c'est... d'accord. Après, un jour, on ferait ça avec de la pâte à papier ou de la terre, etc. Mais ça, à peu près tout ce qu'on fait aujourd'hui pose question. Sur ça. Depuis le steak qu'on aurait pu manger, c'est sûr que la viande dans mon assiette aujourd'hui, c'est sûr. Mais là, on revient sur des trucs qui sont beaucoup plus globaux, sur lesquels je n'ai pas de réponse. On a un environnement dans lequel on vit, qui va sans doute changer, et puis après, nous, au niveau de la pédagogie, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est la question sur les 5 prochaines années. Voilà, je crois qu'on va conclure. Merci, yes. Merci Olivier. Merci, à vous.